Bienvenue à Champ Gauche, le balado qui ne s'excusera pas de revenir à la racine des enjeux. Je suis Haroun Bouazi, le député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, nous allons parler avec Louise Arel de l'engagement dans les partis politiques, l'importance des partis politiques, l'importance de la société civile, la danse à deux entre le parti, la société civile, d'ailleurs à trois, puisque l'exécutif aussi fait partie de cette danse-là. Nous allons parler de l'importance des contre-pouvoirs et nous allons finir, on l'espère, avec quelques conseils pour les futures générations de personnes engagées au Québec. J'ai la chance de vous accueillir, Madame Arel, et puis on s'est dit qu'on allait se tutoyer, fait que de t'accueillir, Madame Arel. Je vais garder le Madame Arel. C'est très difficile de choisir et puis de faire un résumé de ton parcours qui est évidemment assez incroyable. Mais tu as évidemment été député très longtemps, donc de 1981 à 2008. Tu as été ministre des communautés culturelles, de l'immigration, du travail, de l'emploi, de la condition féminine, des affaires municipales, de l'habitation et du ministère de la métropole. Tu as été la première femme à présider la noble institution qu'est l'Assemblée nationale. Tu t'es aussi présentée à la mairie. Tu as un rapport très politique et affectif, je dirais, avec la ville de Montréal. Tu as été chef de l'opposition à Montréal, à l'Hôtel de Ville de 2009 à 2013. Tu as eu toutes sortes de médailles que je ne passerai pas en revue. Et puis, je rajouterai peut-être, ayant lu une bonne partie de votre parcours, que je conseille d'ailleurs à tous les gens qui nous écoutent, Louise Arel, Sans compromis. J'en profite pour dire aux bibliothécaires, aux vendeurs de livres qu'il est discontinué dans la plupart des endroits. Je ne sais pas si vous le saviez, on en a beaucoup acheté, il faut croire. Donc, il faudrait le recommander. Que tu es une femme libre et une femme d'idées. Et je pense que c'est aussi et probablement une des choses principales qui caractérise ton engagement. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir, très plaisir. Alors, avec un parcours comme celui-là, c'est très dur de choisir des sujets. Comme on l'a dit en entrée, on va passer à travers vraiment beaucoup d'entre elles, mais peut-être la première, vous vous définissez comme quelqu'un qui est plus réformiste que révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que habituellement, quand la révolution débute, on ne sait pas où ça peut se terminer. Et je pense que l'histoire nous a appris que ça se termine souvent très mal. Alors que, les réformes nous permettent de faire des progrès. Et ces progrès amènent d'autres progrès parce qu'on le sait à quel point mobiliser en ayant les succès possibles, ça entraîne une mobilisation encore plus grande. Alors, parce que finalement aussi, parce que je crois à la social-démocratie. Et j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus. C'est très, très simple pour moi. C'est du funambulisme, n'est-ce pas? Oui, comme un fil de fer, c'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre à maintenir qui est surtout pas facile. Plus à droite, il y a plus de liberté, mais moins de justice. Plus à gauche, il y a plus de justice, mais moins de liberté. Alors, comment on fait en sorte de maintenir un équilibre? Alors, voilà toute la difficulté, le défi, puis en même temps, vraiment l'ambition qu'on peut avoir. J'ai senti dans votre parcours un côté, oui, réformiste, et puis tu me contrediras si tu veux. Il y a un aspect radical, au sens où tu aimes revenir à la racine des choses, et puis bien les comprendre et faire avancer des choses sans compromis sur les questions de justice et d'égalité, si on les met ensemble. Et j'ai l'impression qu'un réformisme radical, un réformisme avec peu de compromis, en tout cas pas de compromission, beaucoup de compromis et pas de compromission, ça s'apparente à une révolution. Hein. Ça va beaucoup avec le sens de la révolution tranquille qu'on a eue au Québec. Oui, effectivement, mais souvent dans les révolutions, la fin justifie les moyens.
Et je pense vraiment que les fins doivent obliger et imposer de choisir des moyens démocratiques. Dans cette logique, et encore une fois, j'ai trouvé vraiment passionnant de passer à travers ton parcours. Les partis politiques ont un rôle évidemment vraiment important, et je pense que c'est quelque chose que je partage avec toi, c'est le respect de l'institution qu'est un parti politique, et pas juste l'Assemblée nationale et le rôle des parlementaires. Avant d'en arriver à parler de la société civile un peu plus loin, j'ai senti une réelle affection envers le Parti québécois, sa construction. Tu étais là, évidemment, dans les tout premiers moments, avant même d'être élu. Évidemment, tu as joué un rôle important dans les lignes du parti, pour le meilleur et pour le pire du point de vue de M. Lévesque, probablement du meilleur presque tout le temps de votre point de vue. Mais justement, cet équilibre-là, comment tu as pu le chercher tout en respectant le parti et en te retrouvant dans des situations où l'exécutif, donc une fois au pouvoir, prenait des décisions avec lesquelles tu as eu, au minimum qu'on puisse dire, beaucoup de mal. Puis je fais référence ici à des questions de salaire, par exemple, des fonctionnaires qui ont été revus à la baisse du temps de René Lévesque, avec lesquels tu étais en profond désaccord. Ben, en fait, il faut voir aussi que ça dépend aussi de l'époque où on se mobilise au sein d'un parti politique. Il faut voir qu'au départ, le Parti québécois, c'était un parti d'hommes et de femmes qui venaient d'horizons très différents et qui n'étaient réunis que sur la question de faire un pays, donc de la souveraineté. Mais il y avait donc, au départ, le mouvement MSA de M. Lévesque, c'est-à-dire des libéraux. Il y avait aussi tous les militants du RIN, là, du Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault, dont j'étais, et qui, finalement, ont constitué le gros, pour ne pas dire 80% des militants du nouveau Parti québécois. Il faut comprendre que même M. Lévesque ne voulait pas le nom Parti québécois. Le congrès de fondation, il y avait 5 choix qu'on pouvait biffer, et la seule chose que les militants ont pu ajouter, c'était finalement de pouvoir ajouter le nom Parti québécois. Alors, M. Lévesque se retrouve avec le nom d'un parti qui n'était pas sien. Lui, pour lui, c'était le Mouvement Souveraineté Association, le MSA. Et avec des militants qui n'avaient pas choisi, qui étaient venus surtout issus du RIN. Mais il y avait aussi au sein du Parti québécois le Ralliement national, c'est-à-dire un parti indépendantiste plus à droite, plus dans la région de Québec. Et puis, finalement, s'est associé aussi l'Union nationale. Alors, c'était un parti qui rassemblait un peu comme si maintenant, au sein d'un seul parti, vous alliez trouver à la fois Québec solidaire, Parti québécois et les conservateurs d'Éric Duhaime. Imaginez les débats qui se sont faits au sein du... Mais au moins, c'était ouvert. On a dit qu'il y avait de la chicane, mais c'était des débats qui étaient publics. Je me demande si même c'est possible de nos jours. On a du mal à imaginer comment c'était, oui. Je veux dire. Puis le respect, il faut quand même donner ça à l'époque au débat. Non seulement il y avait du débat, mais il y avait des résultats qui très souvent n'allaient pas dans le sens de ce que M. Lévesque voulait. Bon. Et vous avez joué un rôle quand même important dans un certain nombre de ces débats-là. Tu étais l'aile gauche, disons ça comme ça, du Parti québécois. Et tu as été, et peut-être c'est vraiment intéressant aussi, c'est-à-dire que d'un côté, tu étais radical dans le sens où sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes ou sur les questions de justice sociale, tu allais au fond des choses, tu faisais pas de compromis, comme j'ai dit, pas de compromission, pardon. Mais d'un autre côté, tu as réussi à rallier des gens qui n'étaient pas spécialement tant à gauche que ça dans ces débats-là. Là. C'est que cette effervescence démocratique... En 2026, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Et je ne parle pas du Parti québécois, je dis en général, dans notre société, c'était comme un moment d'effervescence sociale.
Moi, j'aurais adoré faire de la politique à ce moment-là, honnêtement. Oui. L'époque y était quand même pour beaucoup. Oui. Mais j'avais quand même des appuis. Moi, je présidais pour la région de Montréal, à Montréal-Centre. Et Louise Baudouin était à Québec. Elle était la présidente de la région de Québec. Et on a souvent fait alliance. Mm-hmm. Et ça nous aura permis aussi de faire des débats internes qui ont fait aussi progresser les gens dans leur considération. Par exemple, je me rappelle, au tout début, on avait organisé un grand colloque. Ça s'intitulait, ça s'adressait aux femmes. On était 400 à l'époque, là, solitaires ou solidaires, et au cours duquel on avait vraiment établi les bases d'un programme féministe concernant la condition féminine. Et c'est après coup, finalement, qu'on a fait adopter les résolutions. C'était quand même une révolution. Oui, exact. Parce que le lendemain du congrès, où on avait adopté à une très forte majorité l'avortement. Sur le droit à l'avortement, exactement. C'était en 76. C'était 10 ans avant la Cour suprême. Alors, c'est certain que le lendemain, il y avait encore les évêques qui protestaient en première page des journaux. Mm-hmm. On peut plus imaginer ça maintenant, là. Mais à cette époque-là, on était porté, c'est sûr, par la voie du changement, là. Mm-hmm. Et donc, on a l'importance du débat démocratique dans le parti et puis l'influence que vous avez eue, pas vous, toi là, mais vous, beaucoup de gens qui ont participé à ces débats-là, arriver au pouvoir. Moi, j'aime dire aux responsabilités. Hein. À gauche, on préfère les responsabilités que le pouvoir. Il y a deux choses qui frappent. Alors, peut-être avant d'arriver à tous les changements auxquels tu as participé, la première, c'est le fait de s'adapter à cette réalité qui est complexe, là, qui est la question de la ligne de parti une fois qu'on y est. Oui. Et tu as, alors, pour revenir sur des faits, tu as voté contre, au début, un projet de loi de ton propre parti qui est au pouvoir. Oui. Et ensuite, tu t'es abstenu après toutes sortes de... Après avoir négocié. Négocié, exact. Et ça a été quand même des moments, j'imagine, terriblement difficiles à l'intérieur. Peut-être dans le parti, c'était plus facile, mais dans le caucus, ça devait être absolument terrible. Totalement. Ah oui, c'était quand même difficile. Parce que quand on vote différemment de son parti, au pouvoir ou dans l'opposition, de toute façon, je pense que l'effet est le même, à savoir que beaucoup de nos collègues nous envient de l'avoir fait. Mm-hmm. Et ils sont d'autant plus offensifs à notre égard à ce moment-là qu'ils se le reprochent, dans le fond. Parce que dans leur propre milieu, souvent, on va leur dire à la réponse, mais pourquoi tu n'as pas fait comme elle ou pourquoi tu n'as pas fait comme lui? Parce qu'ils vont dire, ben écoutez, c'est la solidarité, je n'ai pas pu faire autrement. Mais s'il y a quelqu'un, une seule exception qui fait autrement, ça remet en question à ce moment-là. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai vécu. J'ai appelé ça mon procès islamique. Mm-hmm. Et c'était bien avant, je disais, il y a 40 ans de ça. La seule chose qui me manquait, c'était le hijab. Mm-hmm. Mais il faut dire la différence aussi, c'est que M. Lévesque, c'était quand même démocrate. Alors, le seul qui n'était pas très offensif, c'était lui. Il faisait des grosses colères. Ça, par exemple, j'ai vécu de ces colères énormes, mais après, c'était fini. Mm-hmm. Mais des colères... Oui, j'ai vu que vous inquiétez pour sa main quand il frappait sur la table. Oui. Il frappait tellement fort à chaque fois, je me disais, oh là, il va se blesser. Mais après, c'était fini. Il n'aurait pas mis en branle quoi que ce soit pour essayer d'empêcher que je sois réélu, par exemple. Mm-hmm. Et finalement, c'est lui qui m'a appelé pour que je me présente dans Hochelaga-Maisonneuve. Mm-hmm. Évidemment, j'en ai pas parlé parce qu'à l'époque, au Parti québécois, valait beaucoup mieux être choisi par les militants qu'être choisi par la direction. Mm-hmm. Alors, il n'y avait que mes intimes qui savaient que j'avais eu cet appel. Parce que, finalement, mais on voit la différence maintenant. Par exemple, on n'aurait jamais appelé M. Lévesque le chef,
il n'agissait pas comme un chef, il agissait comme un président de parti élu dans un congrès et non pas comme je n'en reviens pas maintenant du vocabulaire qui est utilisé. Comme chef, le chef. Ben oui. Ça, c'est à mon époque, le mot chef, ça signifiait Duplessis. Ouais. C'est assez terrible, hein, et on va pas... Ouais, c'est assez terrible. Même dans des partis aujourd'hui comme Québec solidaire qu'on pourrait penser héritiers de ce genre de situation, c'est pour ça, encore une fois, moi je préfère... Bon, nous on a la notion de porte-parole, mais je préfère largement aussi la question de responsabilité. Être chef, c'est plus une responsabilité qu'un pouvoir. Ouais. Et c'est la responsabilité, évidemment, d'avoir un certain leadership. Mais... ouais. Bref, donc, vous êtes élu à Hochelaga. Oui. Vous êtes élu pendant très longtemps. Vous commencez... Presque 28 ans. Oui. Vous refusez, d'ailleurs, vous commencez par... je vais y arriver. tu commences par refuser le premier poste qu'on t'offre, qui est d'être vice-présidente de l'Assemblée nationale. Puisque c'est un président... c'est un poste honorifique avec plein de petits fours et de rencontres avec toutes sortes de parlementaires étrangers, et puis la responsabilité de dire aux gens de ne pas applaudir pendant les séances de l'Assemblée. Moi, quand j'ai compris en quoi consistait ce poste, honnêtement, je ne m'y étais jamais intéressé avant d'être élu. Je me suis dit, mais jamais je voudrais faire ça, mais quelle horreur, mon Dieu, il n'y a plus de politique en fait, c'est la neutralité. Oui. Et donc, tu as commencé. Et puis, ça vient avec plus d'argent, d'ailleurs. Hein, je tiens à le dire aussi. J'ai refusé. À l'époque, c'était encore possible, par exemple, à l'Assemblée nationale, non seulement d'applaudir, mais pire que ça, là, les députés, avec leur bureau, pouvaient claquer leur bureau. Alors, il y avait beaucoup de bruit. Et il y avait toujours un cendrier qui était attaché aux chaises de l'Assemblée. Alors, la seule contrainte, c'était d'arrêter de fumer quand le président arrivait, c'est tout. Mais ça, on est dans un autre univers, là, mais totalement un univers assez macho. Pour dire vrai, là. C'est un univers où les discours se font tonitruants avec des voix de stentor et tout. Et d'ailleurs, tu as été en fait très très souvent tu as été dans un monde d'hommes, mais tu as été aussi souvent la seule femme dans des assemblées d'hommes aussi. Oui. Mais c'était... Au début, quoi. C'est-à-dire que c'était une époque, y compris dans le milieu étudiant, parce que j'avais commencé comme vice-présidente de l'Union générale des étudiants du Québec en 68, mais c'est comme s'il fallait juste une femme, mais il en fallait une. On ne pouvait pas s'en passer, mais une, c'était assez. Alors, évidemment, on est dans un autre univers et c'est bien, tant mieux, ouais. C'est assez... J'en profite aussi, donc, si tu as parlé... de l'UGEC, c'est ça? L'Union générale des étudiants du Québec. Qui avait été donc créée par M. Landry quelques années avant, en 72. En fait, l'UGEC en 64 à peu près. 64, mais au moment, le ministère de l'Éducation est créé en 62. Il faut voir le contexte, là. Alors, l'UGEC est créé en 64 pour appuyer ce qui était encore re-questionné, là, la réforme de l'éducation. Et donc, et c'est à ce moment-là, alors pour les gens les plus jeunes, bon, donc normalement je ferais partie quand même parce que je faisais pas de politique à l'époque, mais donc c'est le moment où en fait on arrête d'avoir deux commissions, une catholique, une protestante, qui est une francophone et une anglophone, et puis c'est un moment, on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est un moment tellement, je trouve, raffiné d'un point de vue politique. Oui. C'est un cours de politique que les Québécois peuvent donner au reste de la planète. C'est comment faire des réformes aussi radicales, avec une histoire aussi longue de cet espace protestant catholique qui se retrouvait partout, hein, qui se retrouvait dans les syndicats, etc., mais aussi, au fond, dans les hôpitaux, mais se retrouvait aussi dans l'éducation, et se retrouvait avec vraiment beaucoup de finesse à se dire, OK, on met deux affaires, bon, lui qui est catholique, il va devenir francophone, lui qui est protestant, il va devenir anglophone. On garde les structures à peu près pareilles, on met ça dans un ministère.
Et en fait, ça a été une révolution pour l'éducation. Oui. Et ça, là, on est en train de revenir dans le temps, mais je pense que c'est important de rappeler aussi le rôle. Donc en 68, c'est un moment d'effervescence mondiale. Il y a mai 68 en France, évidemment, mais il y a aussi tous les mouvements de libération dans la fin de la guerre d'Algérie, etc., etc. Et c'est des moments mondiaux là, d'éveil nationaux par la jeunesse beaucoup. Et tu te retrouves dans cette association, dans l'exécutif, en fait, avec un mouvement que d'un côté vous l'idée, mais de l'autre côté vous dépasse. Oui. Et qui se retrouve à obtenir des choses extraordinaires pour le Québec, en fait. Oui, la revendication est celle, évidemment, de la gratuité scolaire. Alors, ça, c'est vraiment... Et aussi des débouchés après la réforme qui est celle de la création des cégeps. Parce qu'il n'y a qu'une université francophone à Montréal, l'Université de Montréal. Alors, où vont les étudiants qui sortent des cégeps? Ben là, c'est la pression très, très forte à l'époque et qui va résulter en la création de l'Université du Québec à travers le Québec. Là, c'est incroyable. À Montréal et partout en région. Alors ça aussi, c'était une des grandes revendications de 68. L'Université du peuple. Et juste après, cette association-là s'auto-dissout. Oui, un peu beaucoup à cause de ce que j'appelle l'extrême gauche, d'une certaine façon, c'est-à-dire tous ces mouvements à la fois maoïstes, trotskistes, enfin, il y avait de tout, là, qui finalement s'abordent le GIEC. Et bon, évidemment, c'est bien avant la chute du mur de Berlin, il y a la guerre froide, l'URSS, etc. Je pense que les gens qui sont nés après 1990 ne peuvent pas imaginer ce que ça voulait dire l'extrême gauche à l'époque. Là. C'est quelque chose qu'on ne croise plus, en fait, honnêtement. Mais à laquelle ma génération a beaucoup participé. Absolument. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Là. Dans Monsieur Duceppe. Gilles Duceppe, mais Jean-François Lisée et combien d'autres, finalement, qui faisaient partie de ces groupuscules, en fait. Moi, je n'ai jamais été attirée. En fait, c'est ça qui m'a amenée vers le Parti québécois, où je suis permanente en 70. Donc, en 70, et je fonde un syndicat des employés du Parti québécois affilié à la CSN. Alors, je dois vous dire que là, ça brasse pas mal. Tu as été à chaque moment... c'est très drôle parce que d'un côté, oui, évidemment, tu n'étais pas dans la mouvance maoïste, mais de l'autre côté, tu as quand même toujours été très affirmé dans tes convictions de gauche réformiste, mais de gauche. Et je pense que c'est quand même une trame directrice de tout ton engagement. C'est que tu as beaucoup changé, évolué, évidemment, à travers le parcours assez incroyable que tu as eu, mais tu es toujours resté très, très, très fidèle à ce qui fait de toi qui tu es. Oui. Et puis, je ne dirais pas des autres ce que leur évolution, mais disons qu'il n'y en a aucun qui est encore maoïste aujourd'hui, disons ça comme ça. Ni marxiste. Ni marxiste, exactement. Donc, pour revenir... Et on va faire un saut dans le temps parce que malheureusement, on n'a pas énormément... tout ceci est passionnant. Je conclurai quand même pour dire qu'il y a malheureusement un parallèle avec ce qui s'est passé en 2012 avec l'AC, où l'AC joue un rôle absolument incroyable sur la même question, qui est la question des frais de scolarité et de l'éducation gratuite, et que de l'autre côté, 2 ans après... l'AC se dissout. Et donc, il y a quelque chose à réfléchir. Et puis, tu sais, c'est des mouvements qui ont joué un rôle tellement important que c'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça qu'on avance aussi. Là. Oui, je pense. C'est intéressant parce que je n'ai pas vu encore, en tout cas, d'analyse qui nous permettrait de comprendre, entre autres, que c'est très, très difficile de faire une grève étudiante. Parce qu'on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand on la finit. Parce que souvent, c'est intangible ce qu'on voudrait. C'est qu'on voudrait changer le monde. Et c'est souvent le moteur de cette mobilisation à un certain moment donné dans toutes ces grèves qui sont significatives. Je pense à celle de 2012. On parle de gratuité scolaire, mais il y avait aussi autre chose. Exact. Et c'est peut-être pour cela qu'on doit accepter
que finalement, parce que j'ai souvent réfléchi au fait que les hommes et les femmes passent, mais les institutions demeurent. Et comment se fait-il qu'on n'arrive pas à maintenir une institution dans le milieu étudiant qui soit forte? Et, en fait, on aura encore des réflexions à faire là-dessus. Oui, et puis on en a vraiment besoin. Des institutions fortes chez les étudiants, c'est ce qui permet des avancements partout, hein, pas juste au Québec. Donc, restons dans les avancements justement de la société québécoise. Tu as été ministre de vraiment beaucoup de différentes choses. Et j'aimerais explorer avec toi comment est-ce qu'on arrive à faire avancer les choses sur des sujets particuliers qui t'ont tenu à cœur. Bon, peut-être sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, mais pas seulement. Et avec les collègues qui ne sont pas tous d'accord, évidemment, avec ce que tu présentes, mais aussi comment est-ce que tu arrives à trouver des forces dans la société qui peuvent te pousser plutôt que te freiner dans ce genre de changement? Ben, il faut accepter que la bougie d'allumage de la majorité des grandes réformes qui ont été faites au Québec, ben, c'est le syndicalisme qui vraiment je pense par exemple, l'assurance automobile. Madame Payette va toujours reconnaître que sans la contribution de la CSN, elle n'y serait pas arrivée. Ben, la bougie d'allumage, là, j'appelle en fait les 10 années qui ont précédé la loi sur l'équité salariale, qui étaient des 10 années de mobilisation. La mobilisation sur la presque totalité des réformes s'est fait grâce à l'initiative du mouvement syndical et communautaire. Parce qu'il y a eu une jonction à un certain moment donné qui ne s'est pas faite au tout début, mais la jonction s'est faite autour des années 70 en particulier. Et quand on voit donc... Parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis pour le mouvement syndical et communautaire, et là, syndical particulièrement, parce que pour le coup, ils ont des gens qui sont payés à plein temps, contrairement aux communautaires qui survivent tout le temps, qui respirent avec une paille, et qui ont un peu d'argent de côté pour pouvoir participer à ces débats de société et pas juste à mettre en place des conventions collectives et envoyer des griefs au boss. Et quand on voit le projet de loi 3, par exemple, qui propose qu'on différencie entre le rôle du syndicat dans ses avancements sociaux, en fait, dans leur prise de parole dans la société, sur quand ils ne sont pas d'accord avec des lois qui considèrent liberticides ou quand ils veulent faire avancer des questions d'équité salariale. Comme on le voit là présentement encore, avec la mobilisation pour le PEC. Pour le PEC, ouais. sur le programme d'expérience québécoise qui serait aboli avec la fin de cette présence qui, finalement, de cette présence... disons, immigrantes temporaires qui souhaitent devenir, et qui sont intégrés et qui souhaitent devenir des Québécois à part entière. Mais dans l'histoire, c'est inouï, là, si on revise vraiment l'ensemble des réformes, elles ont presque toujours été précédées d'une mobilisation syndicale et communautaire. Je pense à l'équité salariale, évidemment. Moi, là, quand j'ai fait adopter la loi sur l'équité salariale, ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait une mobilisation, en particulier des femmes du milieu syndical, en jonction avec celle du milieu communautaire, et qui s'était traduite de toutes sortes de façons, à la FTQ par un congrès spécifiquement sur l'équité salariale, à la CSN par des manifestations, en fait, vraiment des manifestations publiques importantes et même des poursuites devant les tribunaux, et avec aussi une jonction avec le milieu communautaire de femmes. Mais c'était majeur, finalement, la préparation qui s'est faite de l'opinion publique. Et puis, on pourrait regarder presque chaque réforme importante et on y trouve toujours, finalement... Les CPE, par exemple. Les CPE, il y avait tout un réseau communautaire incroyable. D'ailleurs, beaucoup des migrants, d'ailleurs, qui n'avaient pas de famille, qui ont essayé de s'organiser. Oui. Il y a même eu un narratif vraiment formulé en termes de cette façon, entre autres par la CSN, pendant les années 70, ça s'appelait le deuxième front.
Le premier front étant le milieu de travail et le deuxième front étant le milieu, disons, social et communautaire et politique et économique. Mais de là viennent les fonds d'action, le fonds de solidarité de la FTQ, le fonds d'action de la CSN par la suite. Mais ça avait commencé, la CSN avait fait vraiment une campagne aussi contre il y avait beaucoup de compagnies de finances à l'époque des années 60, 70 qui prêtaient à des taux usuraires, en fait. Mais vraiment, c'était une campagne tout azimut là, contre cette exploitation. Si on regarde là, systématiquement, dans presque tous les domaines, il y a eu au départ une mobilisation de la société civile par le biais du milieu syndical et communautaire. C'est passionnant. Et puis, je pense qu'on ne serait pas capable de donner un exemple inverse, c'est-à-dire des grands changements de société qui sont venus juste du haut. C'est-à-dire, ne serait-ce que parce qu'il y aurait beaucoup de résistance par ailleurs, parce qu'il y a toujours de la résistance quand il y a des changements. Fait que si dans la société, on n'a pas d'appui... Moi, j'ai passé 20 ans dans la société civile et j'ai eu... c'est drôle, on était tous les deux à la cérémonie à la Saint-Jean-Baptiste concernant le décès de Monsieur Dorion, paix à son âme. Et je me disais, moi, je pensais avoir connu Monsieur Dorion en 2012, quand on avait milité ensemble contre la Charte des valeurs à l'époque. Il avait créé un groupe, les Souverainistes pour une laïcité inclusive, je pense que ça s'appelait. Mais Inclure, son livre était magnifique, oui, mais il y avait l'association des différents souverainistes qu'il avait créés. Oui. Mais en fait, je l'ai connu avant, et quand j'ai vu M. Duceppe, ça m'a rappelé qu'en 2011, après les révolutions en Tunisie et en Égypte, on avait travaillé de la société civile pour essayer de geler l'argent des dictateurs et de leurs familles quand un peuple se soulève et que les dictateurs fuient, qu'on arrive à geler cet argent-là pour le renvoyer au peuple dans des moments révolutionnaires. Et donc, on gèle l'argent au Canada. Et c'était avec lui qu'on avait négocié et on avait obtenu de Harper de changer les lois du Canada pour geler l'argent des familles de Ben Ali comment il s'appelait le dictateur égyptien, j'ai oublié, Moubarak à l'époque, exact. Et donc cette danse à deux permet de faire des choses importantes, y compris dans des gouvernements de droite conservatrice, là, parce que c'est toujours l'opinion publique qui compte. C'est dans la mesure où vous convainquez l'opinion publique, vous ouvrez la voie au changement que vous souhaitez. Mais il faut toujours s'adresser à l'opinion publique parce que dans une démocratie, ça reste l'opinion publique et évidemment les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs sont extrêmement importants. On le voit présentement avec ce qui se passe aux États-Unis. Et puis au Québec, malheureusement, depuis les dernières années, il y a des contre-pouvoirs qui ont été abolis sans qu'il y ait de protestation. Je pense entre autres aux élus scolaires. Je n'en reviens toujours pas que du revers de la main, la CAQ a pu abolir les élus scolaires alors que, effectivement, le taux de participation était faible, mais ça aurait pu être renforcé en maintenant, par exemple, les élections scolaires en même temps que les élections municipales, par exemple, puisqu'il y a une participation qui est plus grande à ce moment-là. Et il y aurait un projet, ça aurait pu être un projet de démocratisation plutôt que l'abolition. Et ça vaut aussi pour le développement économique et communautaire. Moi, j'ai vu disparaître la Corporation de développement économique et communautaire de l'Est de Montréal, d'Hochelaga-Maisonneuve. Ça, c'était des temps libéraux, ça. Ça, c'était... en fait, c'était de mon temps. C'était avant. C'était avant. Okay. Mais sauf qu'il y avait des conseils d'administration sur lesquels des gens du milieu communautaire pouvaient participer dans un développement économique local. Ça a été aboli comme ça du revers de la main par Denis Coderre, avec l'assentiment de Québec, évidemment.
c'est assez... Tu parlais des commissions scolaires. Nous, en tant qu'élus, toi, t'as pas connu ça quand tu étais élu parce que tu pouvais parler à des commissaires scolaires de problèmes qui touchent aux écoles. Nous, on peut même plus les visiter, même plus parler à des directeurs. Ils nous renvoient directement au département de communication du centre de service scolaire. Là. Moi, j'ai appris cela par Gabriel. Et je n'en reviens pas. Moi, on m'invitait à la fin de chaque 6e année, où j'allais rencontrer dans les écoles du quartier les enfants pour savoir où est-ce qu'ils allaient au secondaire. Et puis, vraiment, la porte était ouverte aussi parce qu'il y avait eu un rapport de Camille Bouchard qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants » en 92. Et c'était la nécessité à la fois de jumeler les bonnes volontés du quartier et de l'école. Et donc, l'école s'est ouverte alors qu'elle est refermée comme une huître présentement. C'est assez terrible. Et donc, effectivement, ce contre-pouvoir a été aboli. Et puis, rappelons-le, il a été aboli contre un autre contre-pouvoir contre l'exécutif, qui est tout simplement l'Assemblée nationale, parce que ça a été adopté sous Bayon. En plus. Donc, il y a un affaiblissement de tous les contre-pouvoirs. Oui. Tu as parlé de celui-là, je pourrais parler de l'énergie, par exemple, où la Régie de l'énergie, loi après loi, y compris la loi 69 qu'on a adoptée il y a moins d'1 an maintenant, aussi sous Bayon, vient affaiblir la Régie de l'énergie. On pourrait... Mais la loi 3, là, le projet de loi qui est en cause là, sur le syndicalisme, là, affaiblir le syndicalisme québécois, c'est affaiblir le Québec. Là. Et ce projet de loi s'attaque au contre-pouvoir. En fait, et même le projet de constitution de Simon Jolin Barrette, qui est le projet de loi 1, je pense, qui veut empêcher que des organismes qui sont financés par l'État puissent contester l'État. Mais l'État joue un rôle tellement important, au Québec en particulier, parce que c'est plus de 50% du PIB, finalement, qui est dans le secteur public et parapublic. 150 milliards. Tous les contre-pouvoirs sont attaqués, là. C'est assez effrayant. Et puis, sans les contre-pouvoirs... Il y a un autre contre-pouvoir qui est aussi attaqué. Et enfin, ils sont tous, hein, évidemment. Et puis, on pourrait parler de vraiment... Il y a une trame directrice à travers les différents projets de loi. Mais il y a aussi la Charte québécoise des droits et libertés qui est attaquée, qui est quand même un joyau de notre démocratie, qu'on a adopté 4 ans avant le terrible événement de la nuit des longs couteaux, du rapatriement de la Constitution de Trudeau et de la Charte canadienne. Je veux dire, nous, on a une charte qui date de 75. On a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps. C'est la ça, première charte adoptée. Et puis, elle va beaucoup plus loin que la Charte canadienne. La Charte canadienne ne gère que les rapports entre l'État et les citoyens, alors que l'autre gère aussi les rapports entre les institutions privées et les citoyens. Fait que se retrouver à utiliser le bâillon systématiquement et la clause dérogatoire systématiquement quand ça touche aux minorités, c'est aussi un contre-pouvoir qui est le pouvoir judiciaire qui n'est plus en fait qui est une poignée qu'on ne peut plus utiliser. Oui, effectivement. Et puis aussi cette obsession de laïcité dans le secteur public, dans le domaine public. Il y a quelque chose, tu sais, au départ, c'était Bouchard-Taylor, et puis ça ne s'adressait qu'aux personnes en autorité. Alors que là, maintenant, il y a comme une surenchère avec laquelle moi, je suis totalement en désaccord. Et en tant que... tu as quand même... il y a parmi les trames... les piliers de ton engagement, c'est les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Tu as passé, entre autres, tu en parlais, loi sur l'équité salariale, mais pas seulement, évidemment. Juste ta présence depuis le début en soi, non pas en tant que, on dirait en bon français, en tant que token femme, mais en tant que femme quand même qui a du bagou et qui a imposé sa place et le respect en rassemblant. Te retrouver à voir que ces gouvernements-là, qui sont d'ailleurs même pas capables d'appliquer la loi sur l'équité salariale comme du monde, se gargarisent d'égalité entre les hommes et les femmes pour leur imposer comment s'habiller. C'est un paternalisme. Parce que finalement, moi,
disons, ma façon de penser est très, très, très simple et je la répète à qui veut l'entendre. Hein. Je serais en Iran ou ailleurs où on impose le voile, je voudrais ne pas le porter. Mais là, ici où finalement on voudrait le faire enlever, je voudrais le porter. Alors, c'est une question de liberté. Moi, je n'en reviens pas. C'est un paternalisme incroyable. Comme si les femmes qui le portaient étaient toutes obligées de le faire par un mari ou par une famille, ou en fait par un père et tout. Mais alors que c'est un choix aussi, moi je pense que dans la complexité de la vie moderne, il y a un choix qui est fait et moi je respecte ce choix. Je ne le porterai pas moi-même. Je ne voudrais pas le porter. Et je suis pas... Les gens me disent, tu es d'accord avec le... Moi, le hijab, par exemple, je ne le porterai pas. Mais je ne veux pas empêcher quelqu'un de le porter, comme je ne voudrais pas empêcher quelqu'un d'obliger ou d'imposer de le porter. Je ne veux pas aussi appuyer quelqu'un qui veut imposer de l'enlever. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Ça paraît... Évidemment, on est d'accord. Alors, pour moi, ça paraît assez évident. Surtout... moi, j'aime pas les intégristes. Et puis ça, évidemment, on le partage, quel qu'il soit, d'ailleurs, hein, religieux ou pas, l'aspect terriblement rigide. Mais les intégristes religieux adoraient voir toutes ces femmes-là revenir à la maison. Parce qu'il y a ça aussi, là. C'est que l'émancipation passe aussi par la liberté d'avoir des revenus, la liberté d'avoir un statut social. La première liberté, c'est de disposer de ses biens. Et que là, on se retrouve à regarder ces femmes. Moi, j'accompagne... il y a une personne qui a décidé de mettre une perruque. Bon. Et c'est terrible, sa situation est terrible et je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment du bon boulot, qui travaille dans une commission scolaire que je nommerai pas parce qu'ils sont en train d'essayer de régler le problème depuis 2017 et qui a accepté une promotion parce qu'il était très bien dans le service de garde pendant qu'on était en train de délibérer sur la loi 96-94, la dernière là, sur les services de garde, et que parce qu'elle a changé de poste pendant qu'on débattait et que la loi était rétroactive, elle a perdu son droit acquis. Et donc, à la promotion. Pas la promotion, au fait de porter le foulard. Donc, toutes ces collaboratrices qui sont là depuis, peut-être après elle, mais qui n'ont pas changé de poste, parce qu'ils ne peuvent plus avoir de promotion, ces femmes. Hein. Donc, c'est celles qui ont un droit acquis ne peuvent plus avoir de promotion parce qu'elles changent de poste et donc elles perdent leur droit acquis. Donc, elle a dit, moi, écoutez, enlevez-moi la promotion, j'en veux pas. Vous me trouvez bonne, là, vous m'avez... Et ils lui ont dit, mais même si on te remet, tu perds quand même ton droit acquis. Parce que tu retrouves... Fait que là, elle s'est dit, bon, ok, écoutez, je vais me conformer à la loi. Elle a mis une perruque. Ils lui ont interdit la perruque, alors que d'autres personnes, là, ils sont en train d'essayer de régler ça. On est rendu sérieusement à parler à des femmes, à leur dire, c'est un signe religieux de porter une perruque. Et quand on voit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé le principe, on voit en France... Là, c'est incroyable, c'est la première fois que j'entends parler de ça. On n'a pas voulu en parler aux médias. Oui, parce qu'on espère vraiment que ça va se régler pour elles. Et puis, la violence. Et puis, c'est des gens qui ne peuvent pas arrêter de travailler. Ils ont des familles. Aïe, aïe, aïe. Et au nom de l'égalité, moi, ça me tue. Au nom de l'égalité. C'est très triste. On instrumentalise complètement cette question d'égalité. Mais derrière ça... Souvent, je me dis, c'est pas une recherche de laïcité. Il y a un sentiment anti-religieux extrêmement puissant, finalement, d'une certaine façon, dans la société, parce que c'est comme un camouflage de la laïcité, mais derrière ça, c'est un rejet total du religieux. Bon, moi, je le suis pas, mais pas du tout, d'aucune façon. Mais sauf que je peux comprendre que d'autres le soient et je respecte leur liberté de l'être aussi, d'y croire. Absolument. Et puis, moi, je veux dire, la laïcité, dans la loi 21, il y a deux des trois principes, c'est la liberté de conscience et le deuxième, c'est le droit à l'égalité. Mais il sait très bien qu'il déroge aux deux principes fondamentaux de la laïcité. C'est pour ça qu'il utilise la dérogation lui-même. Moi, en tant que législateur, je veux être neutre.
Donc, ma neutralité fait en sorte que je n'ai pas d'avis, en fait, sur le foulard. Je n'ai pas à avoir un avis sur le foulard. J'en ai un personnel, mais ça, c'est pas mon rôle en tant que législateur d'avoir un avis sur la croyance des gens. Par contre, je m'attends à ce qu'ils fassent bien leur job. Qu'ils enseignent l'évolution de Darwin et puis pas Adam et Ève à nos élèves, etc. Peut-être, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour finir cette émission, pour voir quel genre de conseils tu donnerais à des jeunes qui s'engagent maintenant dans la société, que ce soit d'ailleurs du côté de la société civile ou des partis politiques. Ça serait quoi les enseignements les plus importants que tu voudrais leur transmettre? C'est certain que moi, lorsque j'avais 20 ans, les changements pouvaient survenir avec les partis politiques. Il était possible d'envisager, vraiment, surtout en matière de conditions féminines, que c'était vraiment pensable et possible d'introduire, c'est surtout dans les partis politiques, une programmation qui allait déboucher sur des législations. Et là, je vois bien que souvent les jeunes vont bouder les partis politiques. Mais il demeure que je pense que dans la mesure où ils s'investissent dans un parti et je vois de plus en plus d'actions transpartisanes. Je le vois surtout chez les femmes. Le fait est que dans les réformes qui ont pu majeures, là, qui ont pu être réalisées, il y a eu beaucoup de solidarité entre les femmes. Comme mourir dans la dignité, par exemple. Mourir dans la dignité. Les tribunaux spécialisés. Moi, dans l'équité salariale, ça ne passait pas s'il n'y avait pas eu la solidarité des femmes. Et ça a été comme ça pour le partage du patrimoine familial. Et ça a été comme ça pour à peu près tout. Parce que la première fois, quand je suis élue en 81, j'ai toujours souvenir de Mme Lavoie-Roux, qui est une libérale. Et elle deviendra par la suite ministre. Mais Mme Lavoie-Roux, à ce moment-là, est dans l'opposition. Et elle me dit, après la décision de Marc-André Bédard de retirer toutes les poursuites contre Morgan Teller, elle me dit, mon parti voudrait que je m'y oppose parce qu'on est l'opposition, mais moi, je ne m'y oppose pas parce que je suis d'accord. Et ça, c'est majeur. Ça veut dire qu'on juge au mérite des questions. Ce qu'on ne retrouve pas, ce qu'on ne retrouvait pas auparavant et qu'on retrouve maintenant, et je le dis simplement parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont tenter de choisir non pas nécessairement la ligne de parti. Moi, là, au départ, quand je suis élue, j'appelais ça la dictature de la ligne de parti. Mais j'ai appris au fil du temps que je m'en suis servi beaucoup. Parce que sans la ligne de parti, je ne pense pas qu'on aurait eu le partage du patrimoine familial, qu'on aurait eu l'équité salariale. C'est la ligne de parti qui, finalement, a servi à contrario de ce que je pensais au départ. Parce qu'il y avait quelques bons hommes qui étaient contre. Ah, mais c'est sûr, absolument. Et parfois véhément, là, contre. Mais alors, je pense que c'est une question d'implication politique, finalement, dans un parti politique. Moi, ce que je souhaiterais, c'est autant les jeunes femmes que les jeunes hommes acceptent pour des idées, et non pas... je vois qu'il y en a plusieurs qui voudraient, dans le fond, tout de suite se faire élire, être député, mais être militant dans un parti politique, ça a des conséquences aussi importantes là, sur la vie démocratique. C'est là où, d'ailleurs, on crée des amitiés très, très, très fortes. Pour la vie, on crée des amitiés pour la vie, souvent. Et surtout quand on commence assez jeune, finalement. Là, moi, je suis toujours amie avec Louise Baudouin. C'est mon amie pour la vie. Et ça vaut pour beaucoup d'autres personnes. En fait, il faut avoir du courage. Dans notre société où le courage est payé de peu de prix, c'est pas si coûteux d'avoir du courage, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est étonnant parce que c'est dans les sociétés humaines où le courage est très, très coûteux, parfois de sa vie ou en fait de ses biens et de sa famille. C'est là où il y en a le plus. Mais il faudrait vraiment valoriser le courage, je trouve. Ben, moi, là, pour le coup, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi parce que j'ai l'impression qu'on manque tellement de courage qu'on ne sait plus qu'est-ce qui coûte.
Si ça se trouve, une fois qu'ils vont avoir beaucoup de courage, les gens, Ouais, on va se rendre compte qu'ils coûtent très cher. ouais. Mais j'ai un ami, que je qualifierais de droite. Il se qualifie de conservateur progressiste. Bon, oui, j'ai des amis conservateurs progressistes. Grand amoureux de Mulroney qui me disait, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, avec lequel je suis vraiment d'accord, il me disait la politique, c'est accumuler du capital et savoir quand le dépenser. Et je trouve ça très, très vrai, qu'il y a des moments en politique où il ne faut pas garder son capital pour soi, il faut le dépenser pour les causes pour lesquelles on se bat. Et ça coûte le capital. Des fois, ça en coûte beaucoup. Mulroney, par exemple, ça lui a coûté pas mal tout son capital à la fin. Hein. Mais c'est important. Et puis, c'est ce qui donne un sens aussi À la vie. à la vie. Oui. Absolument. À la vie. Absolument. Si on prend l'exemple de Mulroney, c'est plus complexe que ce qu'on croit au départ parce que la ségrégation raciale en Afrique du Sud, l'apartheid, il a été vraiment très, très vindicatif pour que ça cesse. Et il a réussi. Alors, il a employé, je pense, moi, j'ai de l'admiration, évidemment. Il a Ça ne joué ferait un pas rôle. voter pour autant progressiste conservateur, Oui, mais j'ai de l'admiration quand même. Oui, absolument. Pour l'Afrique du Sud, je tiens à dire quand même que le gouvernement de René Lévesque, 10 ans avant, on avait déjà fait beaucoup. Mais, oui, quelque chose qu'on oublie beaucoup. Oui, effectivement. Mais il a eu énormément de courage, y compris de tenir tête à Margaret Thatcher. Voilà, c'est pas rien. Exactement, oui. Louise Harel, merci infiniment. Moi j'adorais t'écouter encore 3 heures s'il faut. Merci aussi de rester engagé parce que ta parole est vraiment précieuse pour le Québec. Moi, je t'ai rencontré pour la première fois en 2009. On en parlait en off avant. J'étais à l'époque à Projet Montréal. On avait un seul élu, c'était Richard Bergeron, et je militais donc contre ton élection, chère Louise. Et je te remercie aussi de ton ouverture parce qu'on sent l'amour que tu as pour les humains dans leur diversité, de lire leur complexité, de lire la complexité de nos sociétés. Et ça, c'est vraiment précieux pour le Québec. Ben, je te remercie vraiment. Merci. Peut-être aurions-nous une autre occasion de converser. J'adorais et j'aurais adoré faire de la politique avec vous quand vous étiez en politique active. Merci. Bonne journée.